Bien le bonjour chers téléspectateurs et merci de faire confiance une fois de plus à votre télévision panafricaine HTV. Si vous scotchez à l'instant, c'est votre programme H-Foot qui démarre tous les samedis lorsqu'il est 11h30 sur cette antenne et la rediffusion c'est le lundi à partir de 15h30. Merci encore une fois de plus de la confiance. Comme vous l'avez suivi dès l'entame, ce sont nos amis d'Assin Foot, ce sont nos voisins d'à côté. Au quartier Niom, ici, c'est un centre de formation qui monte et qui continue de monter, qui nous fait confiance ce matin dans le cadre de cette autre édition. Sans plus tarder, on va prendre le sommet qui est signé par Gabriel Messina et on se retrouve derrière. Bonjour chers inconditionnés de H-Foot. Au menu de cette édition Ligue des champions CAF, que se passe-t-il entre Zamalek et Génération Foot? UEFA, Choupo et le PSG enchaînent. André Onana et l'Ajax se portent bien. Gandeux et Genk passent à côté de l'exploit. Lyon U23, Rigobertson convoque 35 joueurs avec un amateur pour affronter la Hongrie. Quelle explication donner à cette liste? Lyon indomptable dit au Seedorf et Kluivert réclame 5 milliards au Cameroun. JO Tokyo 2020, les Lions suivent les traces des Léopards. Crise FECAFOOT League, les clubs empochent 102 millions. La FECAFOOT recense le personnel de la LFPC et le général lâché par ses soutiens. Bonne dégustation si vous êtes à table, à samedi prochain. Voilà qui est bien dit par nos amis dans ces foot qui sont installés ce matin. On ira pratiquement au marathon avec un panel de charme. On va peut-être commencer. La semaine dernière, on a fait la part belle à la droite. Cette fois, ce sera à la gauche parce qu'à la droite, on a la guest star. Il a fait l'histoire du football africain. Il a fait l'histoire du football camerounais. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de découvrir qui se cache derrière cette droite. Mais qu'à cela ne tienne, on va commencer par notre gauche. Manuel Boyomo, malheureux candidat à la dernière élection à la Fédération camerounaise de football, acteur politique et sportif. Nous fait l'amitié ce matin. Bien le bonjour et bienvenue, Manuel Boyomo. Bonjour Indiac Fils et puis bonjour à notre riche panel. Nous sommes toujours heureux de recevoir le mythique coach sur le plateau et puis les téléspectateurs de cette chaîne qui monte. Nous disons aussi un grand bonjour et puis heureux d'être là, de découvrir les installations. C'est une première pour moi d'arriver dans vos studios, donc je suis bien flatté de voir que c'est une si belle initiative. Lorsqu'on vous présente comme malheureux candidat à la dernière élection à la Fédération camerounaise, ça vous sied? Oh, pas vraiment. Je ne pense pas que ça devrait rester comme ça, malheureux candidat. Il faut bien qu'on soit toujours là où les décisions se prennent. Vous voyez aujourd'hui, je crois que presque les anciens candidats à l'élection présidentielle aujourd'hui ont quelque chose à dire dans ce qui se passe au niveau du grand dialogue. Vous avez Matomba, vous avez Kaba Libi, ils sont là, pourtant ils sont malheureux, c'est parce qu'ils ont de la matière, ils ont osé, ils sont là, aujourd'hui ils sont consultés, ils sont sur la table des grands, donc c'est un peu ça. Est-ce que ceux qui sont là ont pris le soin de vous convoquer, de vous convier à la table des échanges, de vous consulter même à un certain moment? Pour le moment, je crois que la fédération, non. Mais il faut dire que pendant les élections, il y a eu quand même quelques tractations, ça oui. Et maintenant, on va parler de ce grand dialogue. C'est pratiquement toute une semaine du côté du Palais des Congrès sont succédés. On a vu Rigobertson, Samuel Eto'o. On a même vu Jean-Paul Akono qui aura fait beaucoup de propositions de ce côté. C'était le moment. Le sport aussi avait son mot à dire. Oui, il faut dire que le sport aujourd'hui, c'est un élément fédérateur. C'est un élément assez fort pour une nation. Parce que, voyez-vous, quand une équipe nationale joue avec ses joueurs qui sont sélectionnés dans tous les strates de la société, vous voyez qu'on retrouve les joueurs qui viennent de Bamenda, de Boya, de Moliko, etc. à l'équipe nationale. Donc, et cela, quand une équipe gagne, comme le coach avait gagné pendant les Jeux Olympiques, c'est tout le monde qui est content. Là-dedans, il n'y a pas de division. Donc, le sport a fondamentalement sa place aujourd'hui en ce qui concerne le grand dialogue. Mais seulement, est-ce que les acteurs là-bas, est-ce que les thématiques qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour permettent à ce qu'on débatte du sport? Non, je ne pense pas, parce que quand vous regardez la décentralisation, quand vous regardez, oui, c'est l'élément central, parce qu'aujourd'hui, il faut bien que cette décentralisation soit effective, soit appliquée pour que les Camerounais, à la base, se sentent impliqués dans la gestion
de la chose publique, se sentent camerounais. D'où le sujet phare aujourd'hui est la décentralisation. Donc la décentralisation aujourd'hui va aussi impliquer le fait que si elle est bien menée, c'est-à-dire vous arrivez à Nyong, vous allez trouver un stade de football, bref, toutes les localités doivent se développer avec toutes les structures, aussi bien hôtelières, sportives, tout ce qui va avec. Et Rigobertson, Samuel Eto'o, qu'on a aperçu de ce côté, ils étaient en casquette d'homme politique ou encore en casquette de sportif, Manu Boyumo? C'est normal. Aujourd'hui, là-bas, on se défait un peu. Il faut se départir de toutes les casquettes quand on est au grand dialogue. On vient là pour régler un problème. C'est pour ça que les égos là-bas n'ont pas leur place. C'est une proposition d'idées. Monsieur Akono donne ses idées. Monsieur Poumier donne ses idées et puis on voit ce qui est bien pour le Cameroun. Il est hors de question de parler d'intérêt de personne. Non, il n'y a pas d'égoïsme là-bas. Il n'y a pas de personne à être égoïque dans ces débats-là. Vous voyez un peu. Donc, ils se départissent de toutes les casquettes. Et maintenant, parce que je suis un professionnel dans le sport, je peux donner ma contribution dans le sport, en ce qui concerne le sport et la vision du sport. Donc voilà ce qui doit se passer et ce qui devrait être. Et je crois qu'en ce moment, les uns et les autres sont revenus à la raison au niveau de ce grand dialogue-là. Et je crois que les choses sont en train d'évoluer vers le consensus d'idées. Tout à fait. C'est-à-dire que le consensus, pas de personnes, mais d'idées. Voilà, qui est bien dit, le Cameroun est indivisible. Et en parlant de cette décentralisation, l'affectation du pouvoir au point, on suivra donc la prochaine élection ou encore les prochaines élections municipales. Nous qui sommes les sportifs, on voudrait bien que ces élus de la nation puissent mettre le sport au cœur des différents projets, que ce soit dans les 7 arrondissements que compte la région du centre, oui, vous le dites si bien. Toutes les différents je vous dis, c'est un catalyseur. Voyez-vous, si vous arrivez à Nyong, vous trouvez un stade de football, de tennis, de handball et tout ça. Voyez-vous, les jeunes vont se concentrer autour de ces activités sportives-là et ne vont plus regarder ailleurs. Il suffit que ces infrastructures soient bien développées. Et je vous dis, nous dépensons beaucoup d'argent pour rien. Un petit stade, on peut faire un petit stade à 50 millions et on va mettre un peu de gazon, les jeunes vont jouer et ce sera agréable pour tout le monde. Nous, on aime quand ce sont des gros chiffres. Merci encore, merci encore une fois de plus de la confiance. On a toujours bossé ensemble une fois de plus. Et vous découvrez nos studios. Vous êtes là ce matin, ce samedi matin pour entretenir nos téléspectateurs. Le deuxième intervenant, lui, il est l'un des concepteurs de ce projet. Il s'agit du président-manager Adam Poumier. Il a plusieurs casquettes et ça faisait un moment, il était un peu dans ses différents voyages, il était un peu partout, mais il est là. Il est un peu stabilisé pour ce moment. Bien le bonjour et bienvenue, président Adam Poumier. Écoutez, bonjour Daniel Fissindjek, bonjour à cette académie qui... c'est un foot. Est-ce que vous pouvez faire le bruit pour vous-même, les gars? Ça fait On va découvrir cette académie tout à l'heure. De savoir que... Voilà, qui est bien dit, président, vous avez la parole. Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des promoteurs qui croient à la jeunesse. Vous savez, ce n'est pas du tout évident. On va découvrir ce projet tout à l'heure, c'est tout un vaste projet. Monter une académie et s'occuper des jeunes, essayer de leur donner une chance à travers le football, c'est bien. Je pense que ce sont de très belles initiatives qu'il faut encourager. Et bon après-midi aussi au coach, qu'on ne présente plus. C'est un père pour nous, c'est un grand frère. On s'est inspiré. Je me rappelle, en 2000, j'étais tout jeune. Et le but en or de Mbami Modeste contre le Brésil, je pense que le coach pouvait battre le record du 100 mètres au sprint. Vous le présentez déjà, hein, vous nous volez la vedette, président. Vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'avoir des sommités. Des gens qui ont fait des choses pour le Cameroun. C'est un monsieur qui aura marqué et qui marquera à jamais l'histoire du football camerounais. On va revenir, il va nous dire comment il avait fait, quel a été son secret. Il n'est pas encore à l'antenne, vous avez constaté que le réalisateur joue le jeu de l'autre côté. Mais président Adam Poumier, permettez-moi de vous introduire par là. On parle, en ce moment où encore on parle de cette situation du côté de la Confédération africaine de football. Ce match de Champions League qui devrait se disputer vendredi dernier entre Génération Foot et la formation du Zamalek, alors que Génération Foot avait gagné 1-0 à l'aller du côté du 2-1, autant pour moi. Au match retour programmé vendredi, finalement, arrivé aussi, en Égypte, c'est là où on leur fait savoir que le match devrait plutôt se disputer le dimanche et à partir le dimanche. Et finalement, ces derniers n'ont pas dit se rendre du côté d'Alexandrie. Comment comprendre cet état des choses? Comment comprendre cette situation? C'est une situation assez cocasse parce que, vous savez, depuis la prise de fonction d'Ahmad Ahmad, les scandales et les problèmes se répètent. On a cru, avec l'arrivée de Fatma Samoura, les choses allaient beaucoup plus s'améliorer, mais malheureusement,
après le scandale qu'il y a eu en finale de Champions League entre le Wydad de Casablanca et l'Espérance de Tunis, la CAF se retrouve encore plongée dans un imbroglio où on ne sait pas finalement de quel côté ils vont s'en sortir. Pour revenir sur les faits, Génération Foot dispute son match aller de Champions League au Sénégal et remporte par 2-1. En principe, le retour est programmé pour samedi. Le retour était programmé pour le samedi d'après. Ok. Les Égyptiens contactent la fédération et leur signifie que pour des raisons sécuritaires, ils ne peuvent pas jouer le samedi, mais ils joueront plutôt le dimanche à Alexandrie. C'est à presque 200 à 250 km c'est 2h30 de route, nous y étions, on a séjourné de ce côté pendant la CAN. Mais voilà, les Sénégalais sont informés 24 heures avant la rencontre. Alors les textes le disent. Les textes disent que c'est 14 jours qu'il faut prévoir que vous changez de jour et de lieu. C'est 14 jours au moins. Mais là, à 24 heures de la rencontre, c'est là où les Égyptiens contactent la fédération sénégalaise pour leur signifier qu'ils devaient plutôt jouer le dimanche au lieu du samedi. Ok. Les Sénégalais se sont rendus au stade le samedi parce qu'ils ont pensé être dans leur droit. Ils se sont rendus au stade le samedi. Et le samedi, il n'y avait personne au stade, il n'y avait pas d'officiels parce que tous les officiels s'étaient rendus du côté plutôt d'Alexandrie avec l'équipe du Zamalek. Finalement, sur le terrain, on a constaté l'absence de Génération Foot et ils ont perdu par forfait. Maintenant, l'affaire est dans les instances juridictionnelles de la CAF. Trois cas de figure s'imposent. Ou on confirme et valide le forfait de Génération Foot contre Zamalek du match du dimanche et Zamalek est qualifié. Ou alors, on valide le forfait de Zamalek contre Génération Foot le samedi parce que la date prévue c'était le samedi et Génération Foot s'est rendu au stade du Caire samedi et il n'y avait personne. Ou alors on donne vainqueur le Génération Foot au détriment des Zamalek parce qu'ils ne sont pas rejouer le match. Oui. Le troisième cas de figure c'est qu'il faut rejouer le match. Et vous savez, la CAF, on a jusqu'au 8 octobre. Le tirage au sort c'est le 9 et on a jusqu'au 8 octobre pour avoir le vainqueur, le qualifié. Pour avoir le verdict. Mais maintenant, qu'est-ce que la CAF va décider? Là, il faut attendre. Mais malheureusement, Daniel Fissindjek, pour tirer une leçon de cette histoire, il faut reconnaître que c'est quand même beaucoup d'amateurisme au niveau des instances. Ça fait déjà trop. Oui, parce que c'est quand même à répétition. Une fois, on peut dire que ça peut arriver. 2 fois, on peut encore tolérer. Mais 3 fois, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème de compétence à la tête des instances dirigeantes de cette Confédération africaine de football. Il faudrait qu'on essaie de travailler de façon... je ne sais pas, parce que trop de problèmes qui se répètent. Et il faut aller au TAS parce que probablement une des deux parties est lésée. Il faudrait aller au TAS, il faudra attendre la décision du TAS. Vivement que les choses essayent de se régulariser à la tête de la CAF parce que ça fait quand même un peu trop. Ça fait véritablement un peu trop de ce côté. C'est de l'Afrique qu'il s'agit. Comment ne pas copier les autres de l'autre côté du vieux continent? Et on vous l'a dit, c'est pratiquement la guest star de ce matin sur ce plateau. Ça fait 19 ans. Il était le 30 août pratiquement à 2h du matin lorsqu'il remporta ou encore comme Camerounais, comme Africain, les Jeux Olympiques de Sydney. Et c'était à l'an 2019 ans que l'aventure dure. C'est comme si c'était hier. Quels sont les souvenirs qui nous restent de ce sac du Cameroun à Sydney? On va poser la question concernée. C'est lui qui était assis sur le banc de touche comme manager, comme entraîneur en chef des Lions Espoirs du Cameroun. Il s'agit de M. Jean-Paul Akono. Permettez-moi de le dire. Bien le bonjour et bienvenue, coach Jean-Paul Akono. Bonjour Daniel Ndjek. Bonjour Manuel Boyomo. Bonjour monsieur Adam Pommier. D'abord, permettez-moi d'apprécier votre invitation. Merci bien. Que j'ai accepté avec... Et ça tombe à un bon moment, hein, coach, parce que on s'est loupé, peut-être c'est l'histoire Voilà. La fois dernière, j'avais un problème de mécanique au niveau de la voiture. Et là, cette fois-ci, ayant récupéré la voiture, j'ai honoré le rendez-vous. Donc, c'est pour moi un honneur de me retrouver ici, effectivement aussi pour la première fois. Débattre des affaires, des histoires du football et pourquoi pas des affaires de la cité. Comme vous le savez, l'attention est focalisée aujourd'hui depuis une semaine sur le GDN, c'est-à-dire le Grand Dialogue National.
Donc, il concerne tout le monde. Et vous avez donné votre avis. On va peut-être prendre votre avis aussi sur la question dans les conditions d'élèves. Je l'espère. Voilà, on y va déjà. Quelles sont les propositions? Est-ce que vous êtes resté simplement dans le domaine du sport? Est-ce que vous êtes allé au-delà de là, rentrer sur le plan politique avec ce qui se passe au niveau du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et la situation même de la politique sportive et bien d'autres? Quelles sont les propositions que Jean-Paul Lacau nous fait aujourd'hui dans le cadre de ce dialogue, surtout qui met un accent sur la décentralisation? Non, je pense que de mon point de vue, je trouve que la situation que nous vivons du côté du nord-ouest et du sud-ouest me semble être une situation tout simplement politique. Politique parce que quand on voit comment nous avons fait, comment les deux entités ont fait, n'est-ce pas, pour se réunir et redevenir en une seule entité qu'est le Cameroun, je crois qu'ils se sentent quelque peu frustrés. Et ça, il faut le dire, et ils se sont sentis quelque peu trompés aussi par les accords qui avaient été pris. Donc, c'est pour cela que, pour être bref, j'avais plutôt, considérant que ça me semblait être un problème éminemment politique, et les gens se sentant frustrés, trompés, n'est-ce pas, depuis plus d'une cinquantaine d'années de réunification aujourd'hui. Je crois que ils ont trouvé qu'ils étaient dans leur droit de revendiquer, et encore que surtout ils ont souvent revendiqué avant d'aller en brousse et de prendre les armes. Je crois qu'ils ont souvent revendiqué, n'est-ce pas, au niveau de leurs droits. En fait, c'est quoi? C'est que, comme je le dis, politique, c'est que ils estimaient aussi un jour, n'est-ce pas, parvenir à la magistrature suprême. Voilà. Comme il leur avait été... peut-être craché le morceau. Certainement, oui, il faut le dire. Mais on a suivi le chef d'État entre les lignes, qui a rappelé quand même que à chaque fois, il a fait la part belle au fils du nord-ouest, du sud-ouest, pour ce qui est on va dire, du deuxième poste au niveau du Cameroun, de la gestion du Cameroun. Donc, le Premier ministre, il a rappelé, et ces derniers se retrouvent. Nous, on va rentrer dans ce qui nous concerne. Mais le problème, c'est que même, ils avaient effectivement, au départ, ils avaient même la vice-présidence, parce qu'il y a eu une vice-présidence dans ce pays. Mais nous, on ne va pas revenir sur l'histoire. Voilà. C'est pour ça que je parle un peu brièvement. Ça a été supprimé. Il y a eu des modifications au niveau de la Constitution, et tout ça, ainsi de suite. Et là où ils se sont vraiment sentis bien trompés, c'est la dernière modification de la Constitution qui faisait du Premier ministre successeur constitutionnel. Ils avaient cru que c'était eux, n'est-ce pas, qu'on allait nommer Premier ministre en cas de démission, de vacances ou de décès du président de la République, et qu'ils accèdent aussi au pouvoir, comme ça a été le cas on va vous inviter dans un cadre, Cédric Diongo, qui anime des programmes politiques sur cette antenne. Il vous prendra dans un bon menu. De toute façon, c'est une proposition que j'ai essayé de voir, que l'on revienne un peu, quel que soit... Les gens parlent de fédéralisme, je ne sais pas si c'est le fédéralisme à la nigériane ou bien... on sait que les résolutions vont sortir des terres et on aura véritablement ce qui... Moi, je me suis dit, qu'on revienne, qu'on crée un poste de vice-président et que ça leur revienne. Et même quand on voit un peu aujourd'hui au niveau de certaines institutions, je crois qu'ils sont relégués aujourd'hui au quatrième rang. Donc il faut revoir. Il faut vraiment revoir. Maintenant, revenons pour ce qui nous concerne, c'est le sport. On a juste fait une digression parce que c'est à la une et vous êtes des hommes politiques, vous êtes des hommes qui avaient des casquettes dans le sport et qui avaient fait beaucoup de choses. Parlons de cette aventure. Est-ce que le 30 octobre et le 30 novembre et le 30 août dernier, en dormant, vous avez revu le film de Sydney 2000 au Cameroun? Il était 2h30, 3h du matin, après que le Cameroun soit mené 0 but contre 2, Patrick Mboma, Samuel Eto'o et bien d'autres. Et finalement, cette fatidique épreuve de tir au but où le Cameroun est sacré vainqueur des Jeux Olympiques de Sydney 2000. C'est comme quelqu'un l'a dit ici sur le plateau, c'est comme si c'était hier. C'est des événements d'ailleurs qu'on ne peut pas oublier. Déjà l'événement en lui-même, à savoir les Jeux Olympiques, il faut y être pour savoir ce que c'est, vraiment. Et quand on en ressort avec
auréolé, n'est-ce pas, d'une médaille, même si c'est une médaille de bronze, ou alors d'un bon classement, n'est-ce pas, pour des jeux qui concernaient pratiquement tous les jeux du monde et tout le globe terrestre entier. Et je crois que sortir de là primé, et en plus primé au niveau de la première marche du podium, c'est-à-dire médaille d'or, je crois qu'on ne peut pas oublier cela. Mais malheureusement, j'ai toujours l'impression qu'on s'est toujours oublié des choses au Cameroun. Donc, vraiment, vous estimez qu'on aura parce que oublié. j'estime que... Mais oui, ça m'a semblé être la première médaille d'or. La première médaille d'or aujourd'hui dans les pays qui les gagnent tout le temps, ces gens sont toujours vénérés. Ces gens sont toujours vénérés. C'est-à-dire que quand ils passent, on sait très bien que voilà quelqu'un qui a mérité du pays. Il a fait du pays, n'est-ce pas, à travers ce qu'il sait faire, c'est-à-dire le sport. Il a honoré, n'est-ce pas, un pays. Mais ici, au Cameroun... Pour vous, qu'est-ce qui reste de cette victoire à Sydney 2000 si on posait la question? Mais c'est l'honneur que le Cameroun a eu. C'est l'honneur que le Cameroun a eu. On devait maximiser cela, on devait se retrouver un peu plus loin aujourd'hui avec beaucoup d'autres choses qui tournaient tout autour de ça. Mais malheureusement, c'est au niveau maintenant de la politique qu'il fallait suivre. Est-ce qu'on a capitalisé, n'est-ce pas, ce sacre? Est-ce qu'on a capitalisé cet exploit? Je vous dis d'abord que c'est pour la première fois un pays, la deuxième fois d'ailleurs, un pays africain, n'est-ce pas, après le Nigeria, était sacré à ce niveau-là. Sinon, c'était l'apanage un peu des pays sud-américains, des Européens, tout ça, ainsi de suite. Donc, je pense que ce n'est pas une affaire facilement qu'on peut oublier comme ça. On vous a vu faire le tour en enlevant la casquette, faire le tour du stade olympique de Sydney. Il y avait de quoi, Daniel. Mais je vous assure qu'il faut participer à cette histoire-là. Je crois que même la Coupe du Monde de football, il n'y a pas une telle ambiance. Là, parce que encore que la Coupe du Monde de football, aussi, c'est une Coupe du Monde, c'est une discipline. Mais là, les meilleurs du monde. Les meilleurs du monde dans toutes les disciplines. Je vais vous raconter une anecdote. Nous étions à Brisbane, je crois, oui, où on était logés. Il y a la finale du 400 mètres, je crois, oui, du 400 mètres qui s'effectue. Les Australiens avaient une de leurs, n'est-ce pas, qui devait concourir. Je vous assure que c'était un événement dans l'événement. Toute l'Australie était mobilisée. Le Premier ministre australien était au stade. Mais je vous dis, toute l'Australie était mobilisée. Et quand on a donné le départ, j'ai oublié son nom, cette femme, elle a mal pris le départ. Mais au fur et à mesure que la course avançait, on voyait comme si elle avait 10 poumons, on voyait comment elle ne faisait qu'avaler, et avant le dernier virage... Elle s'est transcendée. Voilà. Et au dernier virage, elle prend la tête, elle a donné, je crois, 20 mètres ou 10 mètres au second. Et je vous assure, je crois que c'est toute l'Australie qui a explosé en joie. Parce qu'ils attendaient cette médaille qui leur échappait. Ils attendaient cette médaille. Donc, c'est vous dire. Et aujourd'hui, je crois que cette dame, aujourd'hui, doit être considérée parmi les héros, n'est-ce pas, de l'Australie, avec ce qu'elle a fait. Cameroun, on a vite fait d'oublier ici, au Cameroun, cet exploit. Vous gagnez un exploit, on trouve ça très banal. Et surtout que c'est... Très banal. Est-ce que cette victoire, Manel Boyomo, peut-être avant de revenir au coach, est-ce que cette victoire avec un autre goût, parce que c'était les Camerounais qui étaient à la tête de cette équipe qui manageait cette équipe du Cameroun? Bien évidemment, vous aussi. Ça fait une victoire 100% camerounaise. C'est-à-dire qu'une équipe préparée par un Camerounais et puis une médaille d'or camerounaise avec des joueurs camerounais, qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est qu'une victoire avec un panache autre que, je ne sais pas, on ne peut pas décrire ce qui s'est passé là. Parce que manager à ce niveau-là, ça veut dire qu'on a les qualités nécessaires de pouvoir le faire. On a les compétences nécessaires de pouvoir le faire. Remporter encore, ça veut dire qu'on a atteint le sommet. Et pour la reconnaissance, je pense que le coach je suis d'avis avec lui qu'on ne saurait
occulter un tel exploit. C'est pas normal, ça relève pas du normal, cela. Le coach a sa place et devrait toujours avoir sa place au Cameroun, au sommet justement, dans une certaine hiérarchie du football. Voilà. En plus, oui, allez-y, coach. En plus, d'abord, le Nigeria qui la gagne, ce n'était pas un Nigeria 100% comme il a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire avec un encadrement nigérien. Ils avaient un encadrement blanc. Expatrié. Un expatrié, quand il gagne cette médaille d'or en 1996, je crois. Donc, quand nous venons en 2000, mais nous étions Cameroun, rien que Cameroun. Et je vous assure, ce n'était pas aussi facile. Et étant donné qu'il y avait des problèmes récurrents que vous connaissez, les problèmes de primes, de machin, ceci, où les joueurs ont grévé la veille de la finale. Ils ont claqué la porte au cours d'une réunion. Mais si, vous devez le savoir. Au cours d'une réunion, pendant laquelle le ministre est venu nous rendre visite, machin, tout ça, ainsi de suite. Heureusement, j'avais déjà fait la réunion technique, j'avais déjà fait donner l'équipe et tout, puisqu'on devait jouer à midi, heure de là-bas. Je ne sais pas quelle heure il devait être ici, 2h ou 3h du matin. J'avais donc préféré faire la conférence technique vraiment bien avant l'arrivée du ministre. Et dès que cette conférence technique finissait, la réunion avec le ministre finissait, on mangeait et ensuite on partait se coucher parce qu'il fallait être debout à partir de 8h pour commencer à partir au stade. Donc, je vous assure, et des problèmes qu'il y a eu, de véritables problèmes. Et quel à peu près? Mais je vous ai parlé, par exemple, les problèmes récurrents que nous connaissons aujourd'hui, les problèmes des primes. Où les joueurs ont décidé que, bon, si on ne leur reverse donc pas les primes qu'ils voulaient pour la nature de la compétition, ils ne vont pas faire la finale. Comment vous avez fait? Comment vous avez trouvé les mots? Mais je vous dis que j'ai passé une nuit blanche avec le ministre des Sports de l'époque, M. Bidounkpad. Quand les joueurs nous disaient ça, il est, je crois, 20h30. Après la réunion, il est 20h30. Et pendant que nous sommes... Parce que dès qu'ils ont dit, et ils ne jouent pas si on ne revoit donc pas la situation des primes, si on ne revoit pas la situation des primes, et comme le ministre a dit non, c'est les primes qu'on vous a proposées depuis le début. C'est ça, et je crois que ça ne vaut même pas la peine que je le dise ici. Non, ce serait malheureux. Donc, dès que le ministre a dit ça, les joueurs, comme un seul homme, se sont levés. Il dit bon, allez donc jouer la finale demain. Vous vous rendez compte? On peut imaginer comment... Nous sommes restés, le ministre et moi, et André Nguidjol, nous sommes restés. C'est après que j'ai une idée qui me dit, mais en fait... Je demande, il aime même être clair au Cameroun, est-ce qu'on travaille encore? Le ministre, lui, effectivement, on travaille. C'est là que je propose au ministre que, monsieur le ministre, appelez le chef du gouvernement. Dites-lui la situation que nous vivons ici. Donc la solution est venue. Mais oui, la solution est venue. Président manager Adam Poumé, vous collez un mot, c'est des moments inoubliables parce que c'est pratiquement toute une histoire. Oui, écoutez, c'est toute une histoire, mais au-delà même des problèmes extra-sportifs que le coach est en train de relever, il faut noter que le coach part avec une équipe dont les Camerounais ne croyaient pas, parce qu'on revenait juste de gagner la Coupe d'Afrique de 2000 et on attendait des gros noms, on attendait des les Rigobert Song, on attendait des joueurs qui avaient valeureusement représenté le Cameroun au Nigeria, mais le coach nous amène des joueurs comme Serge Branco, les Mimpo Serge, les Aaron Gimbat, le tout jeune Kameni et Mbami. C'est des joueurs qui sont... Il y a même le gardien de Kono. Non, c'est pour... À 3 joueurs de plus de... Oui, mais ces 3 joueurs-là, personne n'est venu. En dehors de Mboma. En dehors de Mboma. Ça, c'est une révélation aujourd'hui. Et ensuite, les Olembe que j'avais sollicité, j'avais sollicité Olembe, j'avais sollicité Joseph Désiré Job, j'avais sollicité Foué, j'avais sollicité Sombana, Rigobert Sombana, qui a été à Liverpool à l'époque, et tout. Et j'avais sollicité Djanka Beaka et Cyril Ndo, qui jouaient dans Sarbou avec Claude Leroy. Mais je vous assure, il y a des choses difficiles à
je crois qu'il faut parfois oublier ce côté. Il faut oublier ce côté. Quand vous pensez que... Vous voyez que Claude Leroy, qui a été entraîneur du Cameroun et qui a longuement, non seulement lutté contre le fait que les entraîneurs qui utilisent nos joueurs à l'extérieur, n'est-ce pas, s'opposaient parfois à leur libération. Et quand j'arrive à Paris, je lui téléphone. Il me prend au téléphone pour la première fois. Il me rassure, me dit non, Jean-Paul, vraiment, il n'y a pas de problème, machin, tout ça, ainsi de suite. Je vais te les libérer le temps qu'on joue, un ou deux matchs, machin. Vraiment, parce que la situation de Salzbourg était quand même assez délicate à cette époque. Je lui dis vraiment merci, Claude, et tout. Mais voilà, dernière minute. Après, le temps passé, il n'y a pas de joueur. Il fallait qu'on parte. Et il fallait que j'arrête définitivement la liste. Quand je veux encore appeler Claude... Ça ne passe plus. Ça ne passe plus. J'avais appelé sa secrétaire qui avait bien remarqué mon numéro de téléphone et ne prenait plus. J'ai compris que vraiment... il fallait faire avec vos armes. Mais oui. Heureusement, je l'avoue aussi, on avait quand même eu une bonne période de préparation où nous sommes partis du Cameroun, je crois, on a fait presque 2 mois et demi, 3 mois à l'extérieur. On a été en Allemagne, on a été en France, on a été en Angleterre, où on a disputé pas moins de 15 matchs amicaux. Coach, il y a quelque chose qui se passe. Gaspard Aloma est dans le tournoi Carrara Club. À l'époque, si je m'en abuse, est le capitaine de cette formation des Lions U23 du Cameroun. Oui. Et vient de qualifier cette équipe, mais ne prend pas part à la compétition. Comment vous avez trouvé les mots pour dire à ces derniers qui ne faisaient pas partie de la liste des 21 joueurs que vous devez Parce que justement, Gaspard Aloma, il faut le dire, il était bien capitaine, mais quand on est capitaine, je crois que ça ne vous donne pas un passe-droit d'être titulaire ou sélectionné. Si, surtout pendant des matchs, vous ne donnez pas satisfaction pour faire ne serait-ce que honneur à votre brassard, enfin, moi comme entraîneur, ce n'est pas parce que vous aurez été entraîneur que je dois absolument vous prendre sur la liste alors que vous ne répondez pas aux attentes. Donc c'est pour cela. Et surtout, on a fait un match très déterminant ici, le match que nous jouons contre le Ghana, où Gaspard Aloma a failli nous faire perdre ce match, étant donné le nombre de buts qu'il avait raté ce jour-là. Donc, et c'est là que j'intègre d'ailleurs Samuel Eto'o, qui était en ballottage. J'intègre donc Samuel Eto'o parce que l'entraîneur de l'époque, je crois que c'était Pierre Lechante, ne le connaissait pas. Il entendait parler vraiment, il y a un Camerounais, mais je crois qu'à l'époque, il était encore du côté du Real de Madrid, où il n'était pas suffisamment titulaire et tout. On lui dit que, mais il y a que ce garçon, machin. Il dit, bon, vraiment, il faut que je le voie jouer. Et le match tombait très bien, Cameroun-Ghana. Et c'était Et c'est comme ça que j'ai intégré Eto'o. Et Eto'o a fait des merveilles ce jour-là. Voilà qui a bien dit. Coach, une autre situation pour et c'est lui qui nous qualifie pratiquement. Sur ces Jeux Olympiques, on va peut-être ressortir par là avant de donner la parole à Dame Poumi. C'est le cas de vos 2 gardiens, Idriss Carlos Kameni et Bekono Ndene, qui était le titulaire. Finalement, à un moment, vous aviez été obligé de faire avec Idriss Carlos. Comment ça se passe? Oui, ça se passe que... Vous savez, chaque gardien, et ça, je l'ai appris de Thomas Nkono, c'est lui qui m'avait bien expliqué cela, de Thomas Nkono. Chaque gardien a un peu sa qualité. Bekono est fort sur la ligne. Il est presque comme un gardien de handball. Parce que quand un gardien de handball vient faire un transfert pour venir jouer au niveau du football, vous verrez toujours que... C'est le cas Onana et Ondoa aujourd'hui. Voilà. Onana est très... c'est un gardien offensif. Ondoa est très bon sur la ligne, tandis que Onana sait anticiper. Offensif, exactement. C'est le terme même qu'il faut. Alors, lors des 3 premiers matchs, n'est-ce pas, et surtout au dernier match, où on était en situation très délicate, et il nous fallait tout, sauf perdre. Tout sauf perdre. Parce que si on perdait, on revenait au Cameroun. Alors nous jouons contre la République tchèque, qui avait tout à gagner. À nous, il nous fallait soit gagner, soit faire match nul. Nous menons au score, et après, ils égalisent quand même.
Donc on joue. Presque vers la fin du match, les Tchèques bénéficient d'un coup franc. Apparemment anodin. Le mur est bien fait et tout ça, ainsi de suite. Vraiment, c'était anodin. Pour moi, ça ne me semblait pas être un très, très, très grand danger. On tire, le gars tire, qu'on est sur la trajectoire du ballon. On n'a jamais su comment, ce qui s'est passé. On ne va pas me dire que les terrains étaient bosseux comme nos terrains ici, machin. Avec des pieds. On a seulement vu le ballon qui a cogné sur sa poitrine et revenir sur le terrain. Et comme un attaquant tchèque avait suivi, je vous assure, fils Daniel, j'ai seulement... parce que... rentré au Cameroun. Heureusement que c'est la morphologie de cet avant-centre tchèque qui nous a sauvés. S'il avait attendu, pendant ce temps, Bokone est à terre, s'il avait attendu que la balle descende tranquillement et la mettre du plat du pied dans les filets vides, on n'en parlerait plus. Nous serions rentrés au Cameroun le lendemain. Donc il fallait prendre la décision après. Alors, tout de suite, je vous assure que mon cœur, et c'est là que j'ai su que j'ai un cœur solide. Je l'ai su à 2 reprises pendant cette compétition. D'abord contre cette République tchèque et le Brésil. Alors, après le match, j'appelle immédiatement Thomas Nkono. Je lui dis, Tommy, vraiment, d'ici 48 heures, tu me situes, tu me fais une clarté entre les deux gardiens. Dois-je continuer avec Bekono, avec Bokono, par rapport à ce qu'il a failli nous faire là tout à l'heure, ou alors... Faire confiance à Kameni. Il faut faire confiance à Kameni. Qui ne jouait pas en club. Voilà. Il sortait du Havre. Il était du Havre. Il jouait dans l'équipe réserve du Havre. L'équipe réserve, oui. Ouais. Alors, je lui ai donné 48 heures. Thomas Nkono est venu me voir 24 heures après. Pour me dire, bon, voilà, j'ai réfléchi. C'est lui donc qui m'a fait cette différence entre les deux. Il me dit, bon, voilà, nous allons commencer à jouer contre... Et effectivement, on devait rencontrer le Brésil en quart de finale. Il me dit, tel que le Brésil joue, et ce sera comme ça, si jamais nous allons plus loin, ce seront des gens qui seront présents toujours vers l'attaque. Il faut donc un gardien qui anticipe et qui n'attend pas beaucoup plus sur sa ligne de but. J'étais, ah bon, ouais. C'est là qu'il me fait donc cette différence là, entre Bokono et Kameni. J'avoue qu'il faut le dire, j'avoue, 2 excellents gardiens, ça c'est sûr. Kameni, je ne l'avais jamais vu jouer. J'ai dit, ah bon? Je lui ai dit, et tu trouves que Kameni, bon, toi qui le connais, tu trouves que vraiment c'est lui qui est l'homme de la situation? Il m'a dit oui, je lui ai posé la question 3 fois. On peut imaginer. Il m'a dit oui. J'ai dit, Tommy, je te fais confiance. Dis à Kameni que c'est lui qui jouera contre le Brésil jusqu'à la fin. Commence, dis-le lui et prépare-le. Avant que moi-même je ne le lui dise. C'est comme ça que ça s'est passé. On peut parler pendant 2 jours. Président Dambouvou, il faut qu'on avance le format. Mais écoutez, on a pratiquement fait une entorse à notre programme. C'est beau à écouter. À un moment, il faut s'arrêter pour célébrer des légendes. Quand le grand frère écoute Jean-Pierre Koudoua parler, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Ce qu'il nous relate là nous ramène 19 ans en arrière et nous fait comprendre beaucoup de choses. Vous savez, des décisions plus fortes avaient été prises. Et ces décisions lui ont donné raison, parce que quand vous regardez le match contre le Brésil, vous regardez le nombre incroyable que Kameni nous sort contre le Brésil, il n'y a rien à dire. Le coach aussi, c'est la jugeote, c'est l'instinct. Et cet instinct, il a eu ce jour. C'est pour ça qu'on parle d'entraîneur et de coach. Exactement, c'est grâce à cela qu'aujourd'hui, on peut être fier d'être champion olympique. Grâce à son instinct, il a eu le flair et ce flair a marché. Mais on n'a pas su capitaliser. Aujourd'hui, on se pose autant de questions. On ne parvient pas à élever, on ne parvient pas à gagner, on ne parvient même pas à sortir du lot. Mais écoutez, on peut se poser autant de questions aujourd'hui. C'est très dommage parce que le Cameroun, étant champion olympique en 2000, la plus grosse prestation que le Cameroun aura faite une fois de plus aux Jeux olympiques, c'était en 2000. En 2000, c'était avec Tongo Pilé, je pense, en 2008. Ouais. Je pense que c'était en 2008 où on est arrivé, je pense, au 8e de finale. Huitième de finale, avec la génération avec une nouvelle génération, les Tignem et tout. Amo Patrick Tignem. On était arrivé jusqu'en 8e de finale. C'est dommage.
on n'aura pas capitalisé ce que la cuvée de 2000 aura fait. Parce qu'aujourd'hui, le coach le disait tantôt, ces genre d'événements devraient être historiques. Il devrait même avoir un monument. On devait inviter le coach. Exactement, il devrait avoir dans des forats après des compétitions comme la CAN pour dire comment il a fait, comment il a pu préparer la compétition, comment il a fait pour gagner, quels sont les mots qu'il a utilisés, comment il a pu faire gérer la crise. Mais aujourd'hui, ça passe comme ça, président. C'est la plus grande compétition mondiale des Jeux Olympiques parce que ça regroupe 1 millier de sportifs. On se concentre beaucoup plus sur la Coupe du Monde, sur la Coupe d'Afrique, mais les Jeux Olympiques, c'est l'une des plus grosses compétitions que le monde puisse connaître. Le village olympique, c'est sur le village olympique, c'est près de 3 milliards de personnes qui regardent cela. C'est dommage, mais je pense que pour la génération de 2000, pour ceux qui ont eu la chance de regarder, de vivre ce moment, ce sont des moments inoubliables. Vraiment, on vous dit une fois de plus, merci. Merci coach, parce que j'ai envie de peut-être de terminer en disant que ça m'a semblé aussi être les Jeux, les Olympiades les plus modernisés de l'histoire. Chaque entraîneur, chaque sélectionneur avec son staff, et c'était basé, comme nous sommes ici. Rappelez-nous un peu le staff, parce qu'on va parler d'Akonou, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent tout autour. Mais bien sûr. Le coach dans chaque chambre de l'entraîneur, il y avait toute une vidéothèque, je crois. C'est-à-dire, il y avait les caméras, machin, tout ça, ainsi de suite. Et ensuite, immédiatement après les premiers matchs, dans les seconds matchs, on vous donnait les cassettes, n'est-ce pas, de l'équipe que vous devez rencontrer pour le second match. À partir du second match, vous aviez déjà la cassette. Par exemple, si je dois rencontrer l'Australie, ou bien comme on a rencontré, je crois, le deuxième match, c'était les États-Unis. Non, on avait la cassette des États-Unis. Eux aussi, ils avaient notre cassette, naturellement. La preuve, c'est que là, on est parti jouer. Je crois qu'on est parti jouer dans une autre ville. En passant, et chaque équipe avait, n'est-ce pas, quand on s'est déplacé, avait évidemment son studio pour aller décortiquer, n'est-ce pas, le jeu de l'adversaire. Et quand on passait avec mon staff, ils étaient tellement concentrés sur nous qu'ils n'ont pas su que nous nous sommes arrêtés pour voir qu'ils étaient en train de décortiquer notre match. Ce que nous sommes partis faire pour leur match. Une autre anecdote, et je vous assure que c'était aussi l'un des matchs les plus difficiles. Et une autre anecdote pour ressortir définitivement. Parce et là, beaucoup avait fait vraiment un très grand match. Notre conducteur, il fallait au moins qu'on s'arrête un temps soit peu pour revoir ce qui s'était passé il y a 19 ans. Ouais. Ces qualifications avec des messieurs comme... aujourd'hui, il est administrateur du Canon de Yaoundé, votre ancien 10 dans ces qualifications. Il s'agit... On va retrouver son nom, vous étiez en Afrique du Sud. Ça vous rappelle quelque chose ? On parle de ce joueur. Lorsque vous êtes arrivé à l'aéroport, un Camerounais vous a dit, il y a un gars ici, Nombete. Rappelez-nous un peu l'histoire, parce que c'est le coach, votre adjoint qui nous disait quelque part dans un séminaire. Effectivement, il vous a sorti de vous en vous parlant de Nombete. Quand vous arrivez au stade, vous demandez, le Nombete là est où? Et lorsqu'on vous a montré, vous avez dit, nous sommes morts. Est-ce que ça vous dit quelque chose, coach? Parce que c'est des petites anecdotes ça, comme ça c'était qu'on a pendant les éliminatoires, justement, de ces Jeux Olympiques d'Australie 2000 où on va jouer en Afrique du Sud, effectivement, en Afrique du Sud. Et ils avaient donc 2 joueurs, c'était même 2, Nombete et celui qui a joué un peu... Makati, voilà. Les deux, c'était la terreur de l'équipe sud-africaine. La preuve, effectivement, je crois que les renseignements étaient exacts, puisque c'est eux qui nous ont cloués. Mais ces gars qui vous accueillent l'Afrique du Sud nous bat 2-0. Mais oui, c'était un Camerounais. 2-0, l'Afrique du Sud nous bat. Et ce qu'ils nous ont fait voir, effectivement, ce que le gars nous disait, Nombete était inarrêtable. Makati qui était là toujours à la finition. Soit de la tête, soit il marquait d'abord, un marquait le but sur passe de l'autre. Donc, ils se sont fait la dit à votre arrivée à l'aéroport, ce gars est arrivé à l'hôtel, vous disiez toujours, il y a 2 poisons là, il faut les suivre. Et arrivé au stade, lorsque vous avez vu Nombete... Surtout que moi, je ne les connaissais pas. Et le coach, il demandait, où est ce Nombete là? Montrez-le-moi. Dès qu'on me les a montrés, parce que je vous disais que Makati et puis Nombete. Oh mon Dieu, je vois un type... Les gens comme ça courent.
et tout. Ça, c'est l'histoire du football. Ils vont vite, ils ont parfois des dribbles, tout ça, ainsi de suite. Bref, il a confirmé ça sur le terrain. Bon, comme on ne le connaissait pas, ils nous ont battu 2-0. Heureusement, la semaine qui suivait, on devait jouer le match retour à Yaoundé. On le connaissait déjà. Et on a trouvé... Voilà qui est bien dit. On plonge nos téléspectateurs et nous aussi, on a gagné 2-0. On plonge nos téléspectateurs dans cette aventure. On sait qu'ils sont nombreux, qui sont scotchés et qui sont reconnus dans ces différentes situations. On a évoqué les éliminatoires, on a évoqué certaines situations où il y avait des points d'ombre. On va faire un arrêt, on va marquer le premier arrêt de ce programme. On repart de l'autre côté. Nos amis d'Assin Foot sont parmi nous. Rappelons que l'un des responsables du côté du ministère des Relations extérieures les a rendu visite en milieu de semaine. C'était à leur siège au quartier Nyom ici, à côté de la visite des installations. Ils ont pu disputer un match amical entre eux. On ne donnera pas le score ici, mais c'était dans la convivialité, dans la confraternité. C'était un moment unique quelque part au quartier Nkozo ici. Et nos reporters, Marina Kokvina, sans oublier Gabriel Messina, étaient sur le chevet ou encore sur le chemin de ces jeunes d'Assin Foot. On prend ce reportage et on se retrouve derrière. Une académie de football de plus au Cameroun. Dans le but de préparer la relève et permettre au football camerounais de se développer davantage, l'Académie internationale de football de Nyom sort de sa léthargie. Opérant jusqu'alors dans l'irrégularité, c'est un souffle nouveau pour cette structure qui a été inaugurée ce 2 octobre par l'entremise du ministre plénipotentiaire au MIREX, Jules Alain Sangalé. Les centres de cette nature, il n'y en a pas beaucoup parce que l'investissement est énorme et les retombées ne sont toujours pas celles que nous attendons, celles que les organisateurs attendent. Donc c'est un investissement à très long terme qui parfois peut se faire à fond perdu. Donc des centres comme ceci mériteraient véritablement d'être accompagnés et d'être soutenus, non seulement parce qu'ils apportent un accompagnement qui parfois fait défaut à certaines mairies pour la jeunesse, hein, et surtout c'est un attachement à la jeunesse camerounaise. Donc c'est surtout ce message que je voulais apporter là, véritablement l'encourager et s'il y a lieu, hein, dans la mesure de nos possibilités, trouver des partenaires qui pourraient consolider la structure. C'était ça l'objectif. Le but de ce centre étant de militer pour le développement de la jeunesse alliant sport et études. Il s'agit pour les visionnaires de cette œuvre d'apporter une pierre angulaire à une édification du football jeune au Cameroun. Il n'y a plus de secteur réservé aux hommes. Les femmes ont le même potentiel que les hommes, le même feeling. En réalité, le football, c'est une histoire d'amour pour moi parce que depuis, je travaille dans le football, dans les championnats de mon village, à Ntouko. Et j'ai découvert des talents. Et ça m'a donné l'envie de vouloir accompagner ces talents qui, en fait, n'avaient même plus d'espoir. Nous sommes richement bénis à l'académie parce que nous osons croire que ça augure des lendemains meilleurs compte tenu du potentiel que nous avons dans cette école. 6 catégories au total à l'Académie internationale de football, dont l'encadrement est un challenge pour ses encadreurs. Dans une action comme celle-là, nous avons besoin du soutien de l'administration parce que c'est pas facile d'encadrer des enfants de cet âge et de les amener quelque part. Mais nous essayons de faire le mieux. Et nous attendons du soutien de l'État qui peut nous amener à faire mieux. Bon nombre d'académies sont présentes en terre camerounaise, apportant leur pesant d'or au football jeune qui a soif du renouveau. Assin Foot s'inscrit ainsi dans cette optique. Voilà qui est bien dit nos amis d'Assin Foot. Coach Jean-Paul Lacon, nous sommes plus dans ce programme. Un mot peut-être sur une jeune structure comme celle-là. Est-ce que vous pouvez faire le bruit d'abord pour vous-même, nos amis d'Assin Foot? Vous êtes revus sur le petit écran tout à l'heure et ce moment... Coach, plutôt Manu Boimo, un mot pour Ambroise cette académie, une dame comme celle-là, une dame de cœur qui investit pour encadrer la jeunesse, c'est pas, et surtout avec une infrastructure bien connue, non loin d'ici. Oui, il faut dire que c'est des initiatives à féliciter et à encourager
parce qu'on a besoin justement ce sera de la tautologie, des structures assez organisées. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un centre de formation pour avoir un centre de formation, mais il faut que ce soit des structures vraiment organisées avec une administration viable et qu'on sache qui fait quoi dans cette structure-là. Au-delà maintenant, après la phase organisationnelle, vous avez la phase pratique, c'est-à-dire que celle qui concerne les joueurs. Il faut maintenant faire des bons recrutements. Et quand vous avez des bons recrutements, il faut avoir de bonnes installations, c'est-à-dire que le stade en lui-même. Donc c'est assez difficile, mais on peut trouver, même si c'est du gazon naturel, qu'on le pose dessus, sur un stade pour que les acteurs puissent avoir un air de jeu quand même acceptable et pratiquer le beau football. Parce qu'il est difficile de jouer sur la terre battue. Ça, c'est plus comme avant, où le coach jouait justement à ce niveau-là, et puis aller dans des stades, quand il fallait jouer la Coupe d'Afrique, aller dans des beaux stades africains, aller gagner là-bas. C'est dépassé aujourd'hui. Donc tout ça doit pouvoir être lié. C'est-à-dire que la qualité des infrastructures et la qualité du joueur, c'est ce qui donne un beau spectacle infini. Président manager, un premier mot sur cette académie. On voit des bâtiments qui sont là, l'infrastructure est bien posée au quartier Nyom ici à Yaoundé. Il ne manque plus qu'un management pour faire avancer le projet. Oui, un management, mais je dirais que si j'avais eu l'occasion de causer avec la promotrice, je lui dirais de mettre d'abord en priorité l'aire de jeu. Vous savez, l'académie, c'est l'aire de jeu. Je me rappelle lors des débuts du centre de formation à Seg Mimosa, et les dortoirs, c'était un conteneur. Ils avaient monté un conteneur. Il faut y arriver, on était de ce côté de Solbini. Ils s'étaient battus à faire une aire de jeu avec du gazon sauvage. Un espace, on a planté du gazon, et c'est de là que sorti les Kolos, les Yaya Touré, les Baki Kone. Le plus important, comme le disait tantôt Boyomo, c'est l'aire de jeu. Parce que de nos jours, le football a tellement évolué. Les rebonds que vous trouvez sur de la terre nue, ce n'est pas les mêmes rebonds sur du gazon. Il faudrait déjà habituer ces jeunes à évoluer sur un terrain approprié. Parce que quand ils vont aller... Parce que les académies, c'est de former les jeunes et plus tard faire des footballeurs professionnels. Quand ils vont aller, ils vont grandir, ils vont aller de l'autre côté. Et même déjà au Cameroun, le championnat Elite 1 et Elite 2 au Cameroun se joue uniquement sur gazon maintenant. Donc il faut dire que les choses ont beaucoup évolué. Moi, je lui dirais, investissez d'abord sur l'aire de jeu avant de voir les bâtiments après. Parce que le football, c'est le terrain. Le terrain, c'est les infrastructures. Quand l'infrastructure est fiable, le reste va suivre. Maintenant, l'encadrement technique. Est-ce que ce n'est que du football? Est-ce qu'elle n'aura pas associé aussi du foot études pour permettre à ces jeunes? Parce que c'est pratiquement du foot études. Heureusement, parce qu'il faudrait qu'on comprenne, il faudrait que ces jeunes comprennent que le football, c'est un métier extrêmement difficile et incertain. C'est pas toujours évident que sur peut-être 500 jeunes qui y vont, tous les 500 vont réussir. Non, peut-être vous allez avoir un pourcentage peut-être de 5%. Et les autres après, s'ils n'ont pas eu une éducation scolaire adéquate, ils seront des jeunes qui seront perdus. Donc c'est pourquoi il faut toujours associer la formation sportive à la formation scolaire pour préparer des hommes en fait, et non préparer uniquement des footballeurs, mais préparer des hommes qui vont pouvoir s'intégrer dans la société et la vie active plus tard. Coach ancien DTN, il faut peut-être se le dire, Jean-Paul Akono, un mot sur cette initiative de cette dame. On dirait une initiative louable. Non, je souscris entièrement à ce que Dame Poumier vient de dire. Et ce que Manuel Boyomo a dit, c'est de bonnes initiatives qu'il faut encourager et tout. Mais seulement, je crois qu'elle aurait dû commencer, n'est-ce pas, par avoir de bonnes infrastructures, de bons terrains. J'ai vu plein de jeunes là tout à l'heure. Elle est en train de travailler dessus. Vous savez, les jeunes, c'est pour cela que quand ils vont rencontrer, comme par exemple nos jeunes, nos U17 le feront bientôt à la Coupe du Monde, mais ils trouveront des gens qui jouent exactement comme s'ils étaient déjà des pros, des vieux pros, alors que c'est des jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils jouent d'abord sur des terrains, comme jouent leurs aînés, leurs pères et tout ça, ainsi de suite. Ils jouent sur des terrains adéquats, sur des terrains. Et donc, ils apprennent à jouer tête levée. Tête levée. Oh, vous êtes d'accord avec moi que
un jour-là, vous ne jouez que tête baissée. Parce qu'il faut d'abord savoir maîtriser la trajectoire du ballon pour le contrôler. Comment on fait les Messi? Si Messi avait grandi dans des trucs comme ça, il n'aurait jamais été ça le dit Messi que le Cameroun est une planète. Donc, mais oui, effectivement, c'est vrai, parce que quand vous, dans ce genre de trucs, quand vous sortez un génie de là, après il brille, ça veut dire qu'il n'aurait pas pu encore briller plus que ce que davantage. Hein, comme les messieurs et tout ça, ainsi de suite, qui déjà étant en bas âge, jouaient déjà, n'est-ce pas, non seulement balle collée au pied, parce qu'il n'avait pas de problème que la balle va ricocher ici, il y aura une bosse ici, mais ensuite tête levée. Et quand vous voyez Messi jouer aujourd'hui, les Cristiano Ronaldo, je bien d'autres, mais ils jouent de la tête levée. Tête levée. Donc il faut investir il faut investir beaucoup plus d'abord sur les infrastructures, avoir 1, 2, 3 terrains. Moi, j'ai été à Manchester, vraiment, à l'université de Manchester. Mais ils ont, je crois, au moins 10 terrains gazonnés. C'est-à-dire pour ça qu'on convoque ici la décentralisation. Le gazon, mais merde, ça fait pitié, on n'a pas envie de parler. Ça veut dire que vous avez les téléspectateurs quand vous voyez ces gamins venir apprendre à jouer là-dessus, ils jouent sur un terrain aujourd'hui, ce n'est pas le même terrain qu'ils utiliseront l'après-midi et tout ça, ainsi de suite. Ils peuvent vous changer dans la même enceinte, ils peuvent vous changer comme ça. S'ils ont 10 séances d'entraînement, 10 terrains différents, et dont le gazon est pratiquement pareil. Donc, quand ils conduisent le ballon, on leur apprend à conduire le ballon. Non, ils ne conduisent pas le ballon en regardant sur le sol pour que le ballon va là-bas. Il faut... Non. Donc, il faut travailler sur l'infrastructure. Ils regardent comme ça devant. Tac, 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 tac. Donc, il faut travailler sur les infrastructures. C'est là le véritable investissement. Sinon, le reste, on les a. Et ensuite, comme ils ont dit, il faut effectivement faire la bonne détection. D'où sortiront les pépites de demain. Pourquoi pas les Samuel Eto'o, les Roger Mila, Pierre Ouemelène et bien d'autres. On va parler du championnat qui s'annonce dans quelques jours, mais avant cela, peut-être, on reviendra sur une situation où il y a un footballeur camerounais, il s'agit du jeune Haruna Ndang Abissene, qui était à UMS il y a 3 ans, qui est reparti à l'étranger. Il vient d'arriver au Cameroun, il venait pour jouer avec UMS, mais le feuilleton de son départ a pratiquement repris. Il risque de prendre une autre direction, pour ne pas dire celle de Bambutos Zembouda, parce que le président Pierre Kouemou l'a fait revenir au Cameroun, et finalement, il devait payer l'hôtel, n'a pu payer l'hôtel, devait respecter certains engagements, n'est plus en train de respecter l'engagement, l'a qu'appelé pour qu'il vienne signer le contrat du côté de la fédération, alors qu'il devrait le signer avec ce président de club. Est-ce que les documents ont été falsifiés? Mais avant cela, quand même, nous l'avons rencontré à son arrivée au Cameroun, notre ami Haruna Ndang Abissene qui s'est exprimé au micro de H-Foot. On va écouter Haruna Ndang sur son retour au Cameroun. Haruna Ndang, le temps pour la réalisation de retrouver cet extrait de l'autre côté. Haruna Ndang qui revient au Cameroun. Il a été ballon d'or de la saison 2016. Prenons cet extrait d'Haruna Ndang et on se retrouve derrière. J'aimerais me relancer. J'aimerais sauver ma carrière. Et voilà. J'aimerais jouer au Chan ou que je joue à la CAN, je ne sais pas, mais j'aimerais sauver ma carrière. Comment s'est passé après ces 3 années passées à l'extérieur? J'ai eu des échecs, j'ai eu de bons moments, j'ai appris de bonnes choses, comme j'ai aussi eu des réussites. Donc voilà, j'ai appris et je suis venu me ressourcer au pays parce que le championnat camerounais, c'est le championnat des Camerounais, des footballeurs camerounais. Alors si ça ne va pas à l'extérieur, tu reviens te remettre. Donc ce que je suis venu faire, voilà, je vais pas trop en dire. Quoi. On vous annonce à UMS de l'Homme, c'est confirmé, l'accord, vous êtes en discussion, ça se passe comment? Pour l'instant, rien n'est encore officiel, tout est encore on dit officieux, vous voyez donc. Mais j'espère que d'ici les heures qui viennent, on va finaliser sur le plan administratif ce qu'on a finalisé pour me protéger après la saison. Et voilà, je vais signer avec eux, Inch'Allah. Le pour protéger, c'est quoi? J'ai besoin de mon TPO et de ma libération avant de signer. Là, lorsque je termine mon travail, je vais pas aller pour ne plus avoir les problèmes avec la FECA Foot et le club UMS comme ce fut il y a de cela 3 ans. Ce qui m'a beaucoup freiné dans ma carrière. Omar Sokba, nouveau coach de UMS, vous avez pris le temps de parler avec lui? Pas vraiment, mais on s'est pris avec quelques paroles. C'est quelqu'un qui me connaît même déjà depuis l'enfance, donc j'ai pas besoin de beaucoup bavarder. Tout ce que j'ai à faire, c'est apporter mon professionnalisme, mon talent et mon développement.
Voilà qui est bien dit par notre ami Aruna Ndam, mais le feuilleton vient de démarrer, on peut vous le dire comme ça. Peut-être il changera de destination, peut-être on va vous annoncer à la prochaine émission qu'il a signé plutôt dans un autre club. C'est très grave au niveau du football camerounais, Manuel Boyomo. Des situations comme ça. Apparemment, déjà, il a joué pour M. Kouemo il y a 3 ans, c'est ça? Et il a eu beaucoup de difficultés pour partir de là. Voilà, je ne sais pas pourquoi lui-même il est Mais revenu. c'est M. Kouemo qui le recontacte parce que lui vient en Slovénie en lui disant reviens, il lui donne certaines garanties, mais arrivé là, la réalité est autre. Le même serpent ne peut pas vous mordre 2 fois quand même. Lorsque vous retrouvez au carrefour, non, il n'y a pas de fois, ça veut dire que vous êtes perdu. Je pense qu'il faut réfléchir autrement. Vous avez déjà eu, vos antécédents n'ont pas été les meilleurs possibles. Et le monsieur vient vous faire la cour et vous retombez là-dedans et aussitôt arrivé, ça recommence. Il n'y a même pas eu une période probatoire. Tout de suite là, ça recommence. Donc, je crois que le joueur lui-même, Aruna, il ne sait pas trop ce qu'il veut. Coach, président manager Adam Poumi, situation similaire comme il y a 3 ans. Déjà, moi, il y a un truc qui m'intrigue, c'est que le mercato est fermé au Cameroun depuis le 30. Si jusqu'aujourd'hui il n'a pas signé, ça veut dire qu'il ne signera pas. Il ne pourra être éligible à jouer qu'en janvier. On a prolongé jusqu'au 10. On a prolongé jusqu'au 10. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle pour lui. Mais maintenant, Kouemo, on le connaît, c'est un président de club qui a toujours eu des problèmes, qui a toujours eu qui a un passé assez négatif avec des joueurs. Si déjà quand Aruna Ndam partait du Cameroun il y a 3 ans, on se rappelle exactement de ce feuilleton où il y avait eu un gros problème de libération parce que Kouemo estimait qu'il n'avait pas été satisfait dans la transaction qui avait amené au départ de Aruna Ndam. Et aujourd'hui, malgré tout cela, il revient, il croit ce qu'on lui dit et il revient dans le même club, dans la même situation. Je pense qu'il ne peut que s'en tenir à lui-même parce que on dit en langage bantou, quand le serpent vous a mordu, même du 1000 pattes, vous en avez peur. Si aujourd'hui on n'arrive pas à comprendre que Kouemo c'est quelqu'un à qui il ne faut pas faire confiance, entre parenthèses bien sûr, dans les transactions entre président et joueur, je pense que le tort lui revient. Il ne peut que supporter s'il a pris sur lui de revenir au pays. Peut-être il y a quelque chose qu'il ne nous dit pas, peut-être il y a des accords entre le président et lui qui ne nous dit pas, et des non-dits bien sûr. Il ne faudrait pas qu'on se limite juste à sa déclaration, il faudrait aussi prendre celle du président et de savoir exactement le fond de l'histoire pour tirer pour tirer peut-être des conséquences de ce qui se passe. Coach Jean-Paul Kono, moi je voudrais revenir sur une situation et du coup, mais Nicolas, c'est un ancien joueur du Canon, si je m'en abuse, il est ancien coordonnateur et il a une chronique sur Facebook qu'il fait à chaque fois. Il revenait encore qu'il y a des années, il a été logé pendant 6 mois à l'hôtel, le temps qu'on lui trouve un logement à Yaoundé. Lorsqu'il est venu dans le Canon de Yaoundé, il touchait 300 à 500 000 francs de salaire, il avait 7 à 8 millions à la signature. Aujourd'hui, entre cette période, 15-20 ans après, rien n'a changé. On ne fait que s'enfoncer. On parle de 100 000 qui ne sont même pas payés à ces jours-là. Voilà une autre situation d'un joueur comme Aruna Ndam qu'on ramène et qui se retrouve au Carrefour. C'est le mal du football camerounais que nous vivons depuis un certain nombre d'années. Vous faites bien de rappeler, n'est-ce pas, le cas d'Ikoum et François. À l'époque, on n'était même pas des clubs professionnels. On ne parlait même pas encore de professionnalisme au Cameroun. C'était des clubs amateurs. Donc, c'était des responsables qui se réunissaient, qui aimaient être ensemble et tout. Et ça fonctionnait mieux, vraiment, que ce que nous avons aujourd'hui avec le professionnalisme. Donc, pour revenir sur ce cas, je crois qu'il y a certainement des non-dits. Qui n'a pas respecté sa parole ou bien qui veut tromper l'autre. Je crois que, même là, en parlant, je crois qu'il n'a pas complètement un peu dit c'est là où il y a le problème. Est-ce que le problème, c'est au niveau du fait qu'il veut signer une licence et dans le contrat qu'il ait une clause libératoire, que s'il veut partir, qu'il n'y ait pas de problème, parce qu'il dit qu'il a vécu ça un peu
pendant qu'il était avant pour qu'il soit libéré. Ça fait. Il y a le coach Clément Arouga qui disait qu'il avait besoin de ces talents-là. Donc, ce dernier peut se racheter son billet, il rentrer en Slovénie tranquille, il se battre. Mais oui, je crois que, bon, comme, là, on va interroger le comme il a dit Poumier, bon, il faut aussi connaître la version. Maintenant, les aboutissants. Il faut connaître la version. On va rester dans ces clubs d'élite, et la fédération qui a déjà pratiquement remis une somme de 102 millions de francs CFA à ces clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Il y a encore un milieu de semaine, ce sont des clubs de Ligue 2 qui percevaient 30 millions de francs CFA. Une réunion a eu lieu jeudi dernier à la fédération où ils se sont accordés sur le démarrage du championnat qui est annoncé autour du 18 octobre prochain. On a vu tous les présidents de clubs défiler de ce côté de Chinga. Le président Sédou Mbombo j'espère seulement que ça aura lieu le 18. Bien présent. À côté de cela, il y avait le président du CTT et pratiquement certains clubs d'élite qui étaient là au niveau de la Fédération camerounaise de football. Est-ce qu'avec le concours de la technique de l'autre côté, on va prendre le mot de circonstance du président Sédou Mbombo de la Fédération à l'occasion de cette réunion du côté de la tour de Chinga? À tous, chers amis, chers camarades, acteurs du football, président de club, vous êtes ici dans votre maison, la maison du football. C'est comme ça qu'elle doit s'appeler. C'est votre maison, c'est la maison, c'est une maison qui n'appartient à personne. Donc, bienvenue à ces assises que le comité technique transitoire a bien organisé afin d'échanger sur l'avenir de la saison sportive à venir. Je voudrais vous dire combien je suis personnellement heureux de la manière dont de l'évolution des choses, de la manière dont les choses se passent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, comme vous le savez, nous avons, dans un concours de circonstances, on va dire aujourd'hui, repris un petit peu la main sur les destinées de notre football professionnel. Comme vous le savez, le comité exécutif avait pour mission principale de restructurer notre football professionnel. Et aujourd'hui, nous en avons la possibilité. Nous allons consacrer à remettre en route notre football professionnel. Voilà qui est bien dit par le président Sédou Mbombo. Cette fédération ou encore ce comité avec pour mission de récupérer le football professionnel. Est-ce que cela est effectif? En attendant, du côté du général Pierre Semengue, c'est en milieu de semaine, la fédération camerounaise de football a convoqué ces clubs, pour ne pas dire a convoqué ces clubs, voilà qui est bien dit, ces clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, ou encore a convoqué à côté de cela les ex-employés de la Ligue professionnelle de football de venir se faire recenser auprès de la fédération. C'est une guerre de communiqué contre communiqué. Après le communiqué de Didier Benjamin Barlock, c'est le secrétaire général de la Ligue professionnelle. Il s'agit simplement de ce côté de Benjamin Beyer qui à son tour réagissait parlant d'ingérence. Marina Kokvina s'est planchée sur cette situation. On prend un reportage et on se retrouve derrière. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Le désamour entre la Fédération camerounaise de football et la Ligue de football professionnel du Cameroun se poursuit jusqu'aux instances internationales. Suite à sa destitution de la LFPC, Pierre Semengue, président de la dite institution, n'a toujours pas digéré cette exclusion des membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Alors que le début du championnat est prévu pour le 18 octobre prochain, les animosités de part et d'autre ne cessent d'émailler et porter atteinte à un championnat camerounais se déroulant à chaque fois avec des couacs. C'est une correspondance de 9 pages que l'ex-général adresse à la secrétaire de la FIFA, mettant en scène les causes sous-jacentes de sa destitution. Voyant son incapacité à inverser la vapeur dans ce bras de fer, ce dernier met en scène certaines raisons n'ayant aucun lien avec le football. Au plan politique, selon lui, Alim Konaté, désigné président du comité technique transitoire, nourrit une haine grandissante depuis l'époque du coup d'État manqué, incriminant son frère ainsi que sa mère. Au plan personnel, sa nomination le 4 septembre 2011 a compromis selon lui de nombreux rêves de Sédou Mbombo, président de la Fédération camerounaise au football. Le long feuilleton entre FECAFOOT et LFPC se poursuit.
Voilà qui est bien dit, Manuel Boyomo. C'est un débat qui est au-delà des stades de foot aujourd'hui et des bureaux. Oui, je veux dire que même si je peux comprendre la frustration du général, je ne comprends pas, vu sa stature, je ne sais pas qui lui donne des conseils ou alors son staff restreint de conseiller. Son shadow cabinet. Son shadow cabinet qui l'amène à pondre une lettre comme ça avec des situations hors contexte et personnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui en fait expose le Cameroun, c'est comme si nous sommes en train de nous battre à la maison et on enlève la toiture, c'est-à-dire que pour qu'on regarde tout ce qu'il y a à l'intérieur. Non, c'est assez, pour moi, pour la hauteur et pour le niveau de responsabilité, je pense qu'il y a des instances, il les a saisies, et on devait rester dans ce cadre-là et gérer ce problème-là. Si la légalité est de son côté, force reviendra à la loi. Donc, il n'y a pas de souci. Mais se mettre et écrire ce genre de courrier qui est passé dans tous les forums, qui allait à la FIFA, et vous voyez le nombre de personnes copiées, avec au moins, quand vous regardez là-dedans, à peu près 2, 3, 4, 5 pages. Donc, il n'est pas prêt à abdiquer. D'invectives personnelles. Je me dis que le Cameroun, est-ce que le Cameroun est en train d'avancer quand on parle aujourd'hui de ce dialogue-là? Et à côté de ça, j'ai lu d'autres réponses de certaines personnes venant de la contrée de M. Alim Konaté. Mais c'est assez acerbe. Donc, je vous dis, on est en train de réveiller, pendant qu'on pense éteindre certains feux, on est en train de réveiller d'autres feux par les mêmes personnes qui, jadis, ont géré des situations assez compliquées et complexes, qui devraient comprendre le contexte que vit le Cameroun aujourd'hui pour ne pas s'attaquer à une certaine, ou alors soulever des anciens souvenirs qui sont, ma foi, douloureux pour le Cameroun. Moi, quand j'ai fait cette lecture-là, j'ai eu la chair de poule de ce qui s'est passé. Et à côté de ça, quand j'ai lu une certaine réponse, coach, mais il y a des choses qu'on ne dit pas ici, qui sont là, et des gens sont prêts, ils attendent, ils veulent en découdre. Si jamais des situations comme ça... Les gens peuvent profiter de ça. Mais bien sûr, je vous parlais de toute une région, quand vous suivez un peu cette réponse-là dans les forums. Non, mais c'est terrible, parce que justement, l'autre allait ouvrir une plaie qui était déjà refermée. On se dit, mais il sort d'où? On vous rappelle des 37 personnes qu'on a, qui a eu comme génocide en Balmayo et tout. Il y a des choses qu'on vous rappelle pendant cette période-là. Mais pourquoi le ministre des Sports garde un silence? Pourquoi la République, pourquoi les institutions ne sifflent pas la fin de la récréation? Parce que en ce moment, ce sont les enfants qui souffrent. On annonce le démarrage du championnat dans quelques jours. On n'est pas sûr que ça va véritablement démarrer. Oui. On voit les présidents de clubs qui se chignent jour après jour. Oui, pour le moment, on ne sait pas encore. Il faut attendre bien, voir si ça va commencer ou pas. Donc, on n'a pas encore eu de report après l'annonce des premières dates. Donc, nous sommes là, dans l'attente, et on va voir ce qu'il va président-manager a d'empocher, les présidents de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 viennent d'empocher 102 millions, soit 72 millions pour les clubs de Ligue 1, 30 millions pour les clubs de Ligue 2. La saison est annoncée pour le 18 octobre prochain, la Super Coupe qui opposera la formation de Stade Renard à celle de UMS de Loum. On aperçoit le président Franck Capi, tous ces présidents qui étaient en réunion du côté de la Fédération camerounaise de football. Est-ce qu'on va dire la sortie de l'OBS, c'est pour bientôt? Mais écoutez, vous vous rappelez lors de la descente d'Alim Konaté du côté de Douala, où il voulait rencontrer les présidents de club. Comme ce n'était pas une question d'argent, il n'avait pratiquement rencontré personne. Mais quand il s'agit d'argent, c'est tout le monde qui est venu, c'est tout le monde qui s'est présenté pour prendre de l'argent. C'est pour vous donner un peu l'idée, c'est pour vous donner un peu... Cet argent, c'est quoi? C'est la subvention, c'est un don, c'est un lait? Non, on va qualifier? On va mettre ça dans quel cadre? La FECAFOOT a bien dit, c'est une subvention de la FECAFOOT pour le lancement de la saison. Une avance de subvention de la FECAFOOT. Mais il y a encore l'argent du foot féminin qui doivent, de la saison dernière, les présidents attendent la dernière tranche. Pourquoi courir au niveau peut-être ils ont mis en priorité le championnat et les doigts, mais l'institution suprême que moi je pointe du doigt, c'est le ministère des Sports.
Parce que le ministère a laissé perdurer cette situation entre la Ligue professionnelle et la Fédération camerounaise de football. On aurait dû taper du poing sur la table et trancher cela. Parce que quand vous regardez la dire le général Pierre Semengue est lâché par ses lieutenants par tout le monde aujourd'hui, il est face à lui-même. Personne n'est lâché puisqu'on ne connaît pas la situation. La situation exacte, c'est quoi? Puisque la Ligue professionnelle signe qu'elle n'a pas été suspendue et qu'elle est dans ses droits, et la Fédération, qui est l'instance... Et ils sont dans les prétoires. Ils sont dans les tribunaux. Ils sont dans les tribunaux, mais en ce moment, pour le moment, la Fédération camerounaise de football continue de travailler. Elle a mis sur pied un CTT et le CTT continue à travailler. Ils sont en pleine préparation du championnat. Tant que les tribunaux n'ont pas donné la décision, l'on ne saura qui de la Fédération, qui de la Ligue professionnelle va véritablement lancer ce fameux championnat du 18. Coach, on va dire situation macabre au Cameroun, lorsque ça vient du sommet, lorsque ça vient de la fédération de la Ligue ou encore de la fédération et sa fille aînée, ça complique. Ils sont les enfants qui souffrent. Je crois qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Vraiment, comme on dit souvent, trivialement, chez nous ici au Cameroun, et un peu partout ailleurs, je pense que l'exécutif actuel de la FECAFOOT, enfin, pour ce qui tient encore d'exécutif de la FECAFOOT, je crois qu'est venu avec déjà un agenda. Avec un agenda. Est-ce que c'était l'agenda vraiment de revoir, de relever le football camerounais? Parce que le football jeune, on n'en parle même pas. Tout, à travers le football jeune, à travers le football amateur, féminin, à travers le football féminin, à travers le football sale, tout ça, ainsi de suite. Mais je pense qu'ils sont venus, et je crois d'ailleurs, ils ne l'ont pas dit pendant leur campagne. Je crois que dans leur campagne qu'ils faisaient entre eux là-bas, par rapport à celui qui les soutenait, je pense qu'ils sont venus justement pour régler les comptes. Ah, vous avez lâché le morceau. Mais oui, c'est un règlement de compte. Donc, certaines choses qui se passent. Le général Pierre Semengue a parlé d'un coup d'État scientifique. Mais oui, mais il a raison. Pour quelqu'un, d'abord, qui a 11 mois. Le championnat, il est, je crois, à 9 mois ou 10 mois de terme de son mandat. Ensuite, de 2, je crois qu'on a traité son championnat de bancal. Si bancal signifie que c'est parce que le championnat, effectivement, a eu de l'attrait, je ne sais pas. Championnat de bancal, ça signifie qu'on préparait déjà quelque chose. C'est pour cela que je dis qu'ils sont venus avec un agenda. C'était de débarquer Semengue. Hein? Vraiment, avec ce qu'il a fait, je crois que dans les compétitions que je peux dire de la fédération, on joue encore au niveau départemental, qui ont été organisées, je crois que c'est la Ligue professionnelle de football qui a félicité, qui a fait non seulement un début de championnat qui a commencé tardivement, mais a rattrapé ce temps pour permettre à nos principaux plénipotentiaires de pouvoir participer, n'est-ce pas, aux campagnes africaines. Africaines. Donc, le fait que, moi je veux bien Manuel Boyomo, que le général puisse dire que ce ne ressemble pas de sa stature. Mais oui, c'est pour cela que je parle, il n'y a pas de fumée sans feu. Qui vous dit qu'il ne... Et en plus, qu'il ne nourrissait pas, qu'il vous dit qu'il ne nourrissait pas justement cette vengeance-là depuis. Parce que vous parlez seulement des affaires du coup d'État. Mais il y a même aussi que même le président de la fédération, n'est-ce pas? N'oublions pas, il a été un ancien collaborateur de la LFPC. À la création. Et il a été viré pour travail insuffisant, je préfère dire comme cela, pour ne pas parler de l'incompétence. Donc il y a des antécédents. Donc, il y a des antécédents et les gens sont venus avec un esprit revanchard. Qui doit éteindre ce feu, coach? Qui doit éteindre ce feu? Mais attendez que peut-être nous avons été pris par comment on appelle ça? Le grand dialogue national. Je crois que ça va finir d'ici demain. Mais il y a des choses, c'est un dossier qui est sur la table des gens. C'est sur les prétoires, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la CCA doit se prononcer. Et en plus, au niveau de le démarrage est hypothétique le 18. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure encore qu'il faut que ça commence le 18.
Parce que c'est chercher la peau sur la calvitie de quelqu'un, sur la tête rasée de quelqu'un. Donc c'est compliqué. Président, pouvez-vous coller un mot sur cette situation? Aujourd'hui, on se retrouve au carrefour. Il faille bien qu'on frappe la main sur la table, le président manager. Effectivement, il faut bien frapper la main sur la table. Pourquoi pas dissoudre ou encore mettre un arrêt? Non, moi je pense pas que je ne pense pas que dissoudre serait le... Parce que c'est un peu trop, c'est l'image du Cameroun qui est traînée dans la boue. Je ne pense pas que dissoudre serait la solution. Je pense qu'il faudrait taper le poing sur la table et trouver une solution équitable qui va arranger les deux parties, parce que c'est l'intérêt des jeunes, c'est l'intérêt des footballeurs camerounais et c'est l'intérêt de la nation, parce que le football c'est l'un des sports qui est le plus représentatif du Cameroun à l'étranger et à l'intérieur du pays. On parle aujourd'hui du grand débat national. Grand dialogue. Quel est le sujet, quel est le sport, quel est l'activité qui rassemble le plus de Camerounais sur un seul endroit et au même moment? Est-ce qu'on va refaire les états généraux du football? Donc moi je pense que vraiment qu'on essaye de taper du poing sur la table et on essaye de trouver une solution pour sortir de Manuel Boyemo, cette situation. On a fait le forum sur le football, les états généraux du sport. Toutes ces propositions sont sur la table. Il faut seulement les sortir et les mettre au devant de la scène pour qu'on applique. C'était un très beau travail, un très grand travail. Et vous étiez à la baguette à l'époque, oui, là. Bien sûr. C'est ça qu'on aime évoquer parce que vous avez été au cœur de cela. Qui fait date aujourd'hui. Toute la documentation est là, tout est fait. Pourquoi on traîne à ouvrir les tiroirs? On traîne parce que c'est bien beau de travailler au Cameroun, c'est bien beau de passer des jours et des jours à travailler. J'espère que le grand dialogue, puisque c'est le chef d'État qui l'a convoqué, les décisions vont être implémentées tout de suite et puis les arrêtés, les décrets vont suivre tout de suite après qu'on ait fini ce grand dialogue-là, après que les puristes, juristes aient nettoyé justement ces tests-là. Mais il faut dire que ça a été fait. Ça a été fait, mais ça a été gardé. On a ressorti une partie des documents, une toute petite partie, quand il y a eu le problème où il fallait redonner l'équipe nationale à la fédération camerounaise de football. Je me rappelle à la primature, on a convoqué le ministre Zouad de l'époque, il dit que mais vous les avez, vous n'avez même pas besoin de m'appeler. Voilà les documents. C'est comme ça qu'on reçoit et puis on renvoie. Il y a tout est fait, tout est prêt. On a vu le ministre Zouad à l'Assemblée nationale qui faisait le bilan, qui parlait de l'équipe nationale qui est pris par les il avait dit que c'était... Et évidemment, aujourd'hui, ça nous donne raison. Il avait parlé des égos, etc. C'était un discours franc à cette époque-là. Il a dit ce qui s'était passé pendant son magistère et puis pendant cette compétition où on avait échoué lamentablement parce qu'il y avait des égos au sein de l'équipe nationale. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour éteindre le feu? Pour éteindre le feu, je crois que les gens doivent s'asseoir et essayer le politique doit intervenir. Le politique, je ne suis pas trop pour le politique, l'intervention. Pour ne pas dire la hiérarchie, la tutelle qui est le ministère des Sports. Du politique. Mais il faut que les uns et les autres sachent qu'il y a des enfants qui doivent aller au stade. Pour moi, dans ce forum-là, au sorti de ce forum, il était question que le général reste là-bas pour 2 ans. 2 ans. Les tests sont clairs, il en a fait 8 aujourd'hui. Et 8 ans, pour moi, je parle de moi, je n'ai pas concrètement vu que la situation du footballeur s'est améliorée. Mais ce n'est pas la photo générale, Manu. Je ne dirais pas que... Ce n'est pas la photo générale, c'est la photo club d'abord. Les clubs qui refusent de se structurer. Non, je suis d'accord. Les clubs qui refusent de se structurer. Et qui coulent lorsqu'on met un billet de banque, ils vont on n'a qu'à mettre n'importe quel président là-dedans, tout ça. Et je te rappelle qu'il y a un service marketing à la fédération, à la Ligue professionnelle de foot. Il fait quoi? Voilà. Pourquoi les clubs même n'arrivent pas d'abord à chercher leurs partenaires, tout ça, ainsi de suite? C'est le général qui se bat à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Qui dit qu'il y a un service marketing à la fédération camerounaise, et même à la Ligue professionnelle du football. Qui a recruté tous ces gens-là? C'était un cabinet commis par le propre général. Ça veut dire que quand vous avez les gens sous vous qui n'arrivent pas à travailler, il est de votre responsabilité. Mais vous n'allez pas avoir des employés. C'est en plus un président de club qui est président de cette structure. Il dit que non, j'ai recruté des gens, c'est eux qui ne font pas leur boulot. Mais mon rôle en tant que manager, c'est de recruter des bonnes personnes parce que les résultats me reviennent à moi. Et c'est la même chose, ça redescend. Quand ces gens-là échouent, ça veut dire que c'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà, on va prendre 5 minutes avec le concours. Peut-être un mot, coach Jean-Paul Akono, sur cette situation. Mais oui, j'ai dit bien que nous l'avons évoqué. Vous avez donné un exemple
peut-être que vous anticipiez déjà sur l'abordage du sujet. Quand vous avez parlé de Tikoumé, qui vient dans le canon, avant qu'il n'ait un logement, il était logé à l'hôtel. Pendant 6 mois. C'était payé. Et 7 millions à la signature. À la signature, il avait un salaire. Encore que je le découvre aujourd'hui parce que bon, c'est des choses qui ne me regardaient pas. Moi, j'avais besoin d'un joueur parce qu'il était un entraîneur du canon à l'époque. C'est pour ça époque. qu'on vous a interpellé sur la question. Donc, tout ce que je sais, c'est qu'il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Mais regardez, le canon, aucun club, de toute façon, on n'était pas encore passé au statut professionnel. Hein, professionnel. Mais voyez ce que l'on faisait à cette époque. Voyez ce qu'on faisait à cette époque. Maintenant qu'on a professionnalisé le football, mais c'est chaque dirigeant, qui devait chercher, n'est-ce pas, son partenaire. Mais tu as le général Semengue qui est parti jusqu'à aller parlementaire avec le JICAM à Douala pendant, je crois, 48 heures. Le MECAM, le JICAM. Tout ça, ainsi de suite, pour que les gens viennent investir au football. Il a même obtenu, n'est-ce pas, un rabattage d'impôts, je crois que c'est de l'ordre de 5%, quelque chose comme ça. Tout ça est tout ça, mais on a vu, les gens ne sont pas venus. On va ressortir, les gens ne sont pas venus. Mais où est la faute du général? Et en plus, j'ai dit, sur le plan de l'organisation du championnat, football élite, vraiment, on pouvait, ne serait-ce que pour cette saison, parce que ça a souvent été difficile. D'abord, la fédération qui devait lui verser la subvention ne l'a jamais fait jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y avait un agenda caché en conclusion. Et ils avaient déjà un plan. C'est pour ça qu'ils avaient déjà un plan. Mais non, j'ai dit... Et ensuite, que chacun reste dans ses textes. Tel que les textes régissent donc, la chose. Donc, on va suivre la CCA, parce on va suivre certes, la fédération, c'est peut-être la tutelle. C'est l'instance fêtière, machin, tout ça, ainsi de suite. Mais au sein de l'institution, il y a quand même des autonomies qui sont accordées à gauche, à ci et là, et des gens qui ont leur assemblée générale, qui font leur propre texte, qui machin ceci, et qui sont validés par cette fédération. Donc le feuilleton reste... Mais oui, c'est pour cela que ce feuilleton, les gens vont dans les prétoires. Et je crois qu'après le grand débat, le grand dialogue national, je crois que on va essayer de trancher cette affaire une bonne fois pour toutes. Et je pense que le général Semengue, en saisissant l'affaire, c'est normal. C'est l'ancienne fêtière de tout le monde. Hein? C'est eux qui sont au-dessus de la fédération. Président Damboumi, on ne parlera plus de ça, on va ressortir. On a juste un tour de table à faire. On parle des lieux notables du Cameroun. Clarence Seedorf, le duo Clarence Seedorf, Patrick Kluivert réclame 5 milliards de francs CFA au Cameroun. La nouvelle est tombée en milieu de semaine. Écoutez, ça c'est amusant et c'est très amusant parce que je pense que quand Clarence Seedorf et Patrick Kluivert signent pour le Cameroun, il y avait eu... La clause. Il y avait une clause sur le résultat. Et il était dit qu'à l'issue de la Coupe d'Afrique Égypte 2019, si jamais le Cameroun avait des résultats négatifs, il fallait être purement et simplement remercié parce que vous ne pouvez pas être... La clause résolutoire. Exactement. Ils avaient signé juste pour 2 ans et avec une certaine clause qui demandait des résultats. Le résultat est négatif, donc c'est tout à fait normal qu'on ait décidé de rompre le contrat et de les libérer. Donc, mais aujourd'hui, ils réclament 5 milliards de francs CFA au Cameroun. Oh, je crois que c'est... Est-ce que c'est l'amusement? Eux, ils ne s'amusent pas. Il y avait la clause résolutoire. Eux, ils ne s'amusent pas. Je crois qu'ils se sont dit que c'est l'Afrique qui vont venir ramasser. C'est aussi facile de venir ramasser de l'argent comme ça et partir même si on ne travaille pas. Ils n'ont pas fait leur boulot. On n'a pas atteint le résultat escompté. Les objectifs n'ont pas été atteints. Je pense que, pour moi, ils ont été virés. On était en droit de les virer. Est-ce que ça s'est fait de manière cavalière? Non. Je crois que le ministère, la FECAFOOT se sont appuyés justement sur la clause qui était là. Ils ont bien lu cela avant de signer. Je ne sais pas alors si le contrat était en français, parce que les autres, ils sont néerlandais et puis ils parlent anglais.
Peut-être s'ils n'ont pas bien vu. Ils n'ont pas bien compris. Coach Jean-Paul Lakono, on parle de la CAN U23 avec vous. Il y a que le Cameroun est fixé désormais sur ses adversaires. Le tirage sera élu à milieu de semaine. Le Cameroun dans la poule A, en compagnie de l'Égypte, du Mali et du Ghana. Dans la poule B, on retrouve le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Zambie. Mais à côté de cela, le Cameroun dispute un match amical pour ce qui est de la période du 7 au 15 octobre prochain, ce sera face à la Hongrie. Le coach Hugo Besson, sélectionneur des Lions U23, vient de convoquer 35 joueurs avec un seul joueur évoluant au tiroir qui n'est nul autre qu'Abogo Pierre Sylvain. Comment comprendre cet état des choses? Il y a un commentaire sur ce tirage sur cette poule du Cameroun. Mais n'importe qui aurait fait pareil. Moi, j'aurais fait pareil. J'allais trouver les joueurs locaux où ils... Il n'y a pas de championnat. Vous savez, quand il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de championnat. Un sélectionneur va sélectionner à base de quoi? Il va se baser sur quoi? Encore que je me pose la question de savoir le seul joueur qu'il a eu à convoquer là. Et il a fait à base de quoi? À base de quoi? Moi, je suis d'accord avec lui que sur les 35 joueurs, que 34 viennent vous appelez ça, que 34 viennent de la diaspora, de l'extérieur. Là-bas, au moins, certainement qu'il les suit. Hein? Il les suit, il joue, il a leurs échos, il a leur temps de jeu, il a tout ça, ainsi de suite. Mais vous allez vous sélectionner qui à base de quoi? À base de quoi? Donc il a entièrement raison. Mais d'après moi, je vous dis que j'aurais été à sa place, je faisais pareil. Donc, sur cette poule du... Donc ça veut dire que tout ce qu'on fait depuis là, c'est du vaudou, coach. Parce que comment il a fait pour se qualifier dans cette équipe? Mais c'était avec des joueurs... Il y avait quelques locaux. Il y en avait 7. Qui venaient et le championnat était arrêté. Qui venaient de jouer, la plupart étaient dans la Tunisie il y a 3 semaines. Voilà. La plupart étaient dans des équipes qui ont fait les compétitions africaines. Il y avait 7 joueurs dans ces équipes-là. On pouvait retrouver au moins ces 7 joueurs. Tout à fait. Donc, depuis là, moi, je ne sais pas. Je m'interroge quand même. C'est vrai, il n'y a pas le championnat arrêté. Mais allez nous prendre 34 joueurs et prendre un seul gardien qui nous explique où est-ce qu'il a... On a joué contre la Tunisie il y a combien de temps? Il y a 3 semaines. Alors, si tu as 3 semaines, tu ne vois plus les joueurs, que tu as pris 7 joueurs. Que tu as eu à sélectionner, tu ne les vois plus évoluer quelque part. Tout à fait. Tu vas les sélectionner à base de quoi? Sauf qu'avant ça, le championnat était arrêté. Et quand on est là, et quand tu les sélectionnes, tu les alignes, et on vous bat, on trouve que les gens manquent de compétition, on ne va jamais tirer sur un joueur. Je suis d'accord, on va tirer sur l'entraîneur. Coach, président manager. Coach, président manager. Un mois avant, ces gens-là ne jouaient pas. Il les a quand même sélectionnés et ils sont allés se qualifier. Je ne sais pas s'ils ne jouaient pas. Je crois qu'il les a pris. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y avait pendant le championnat. UMS. Stade Renard et bien d'autres. Renard, UMS. Renard, je ne sais pas qui était dans les compétitions internationales. Président Adam Poumé, vous collez un mot peut-être pour ressortir sur cette poule du Cameroun. Dans cette CAN U23, il faudra bien se préparer. Égypte, Mali, Cameroun, Ghana. Poule B, Nigeria, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Zambie. Un mot rapide sur ces... Écoutez, Daniel Fils-Ndjek, le conseil est simple. Quand vous regardez un peu les futurs adversaires du Cameroun, ce sont des équipes qui ont développé le football jeune, ce sont les équipes qui ont développé le football local. Parce que quand vous regardez le Mali, par exemple, ce sont des joueurs amateurs, ce sont des joueurs qui évoluent au terroir, ce sont des joueurs qui ont une bonne ossature, qui ont une très bonne base. On va faire à des équipes extrêmement difficiles à jouer. Je pense que le Cameroun devrait travailler. La solution n'est pas nécessairement de prendre les joueurs de l'étranger, mais c'est de travailler avec les joueurs qu'on aura sous la main, d'essayer de construire une équipe à très peu de temps, parce qu'il faut le signaler, il reste très peu de temps pour Hugo Besson de monter un groupe solide. Mais espérons qu'il a fait un bon casting et qu'à la fin, il partira en Égypte avec 18 joueurs, 23 joueurs qui représenteront valablement le drapeau camerounais. Coach Jean-Paul Lakono, on va ressortir peut-être avec vous. Les Lions indomptables du Cameroun croisent la RDC. Cameroun, RDC qualificatif pour les Jeux Olympiques. On a vu une équipe pratiquement relookée, remaniée des Lions indomptables du Cameroun. C'est déjà un beau visage, si on peut se le dire ainsi. Combien viennent de la diaspora? On a 8 à 9 joueuses qui évoluent sur le plan local. C'était pas comme ça avant. Je me pose bien la question, c'est justement cela, je me pose bien la question sur quoi le sélectionneur des Lions s'est basé pour justement prendre des gens qui jouent, qui n'ont pas joué depuis. Qui ne jouent pas depuis.
Si le championnat... et pour la plupart, elles sont U20, elles sortent du Maroc aux Jeux africains. Voilà, ça c'est acceptable. Elles sont en stage depuis. C'est pour dire que elles sont en stage depuis au moins 6 mois. Mon ami Alain Jeffak se retrouve dans la même situation que Rigobert Song. Donc c'est compliqué lorsqu'on est au Cameroun. Il est obligé de... Mais oui, si le championnat était... se disputait, il n'y aurait pas de problème. Là, on aurait dit, mais quand même, on ne va pas dire que sur les 35 joueurs que son Bandak a convoqué, vraiment, est-ce qu'il n'a pas vu, sauf s'il n'y a plus de joueurs qui ont moins de 23 ans, qui évoluent. Hein? Oh, moi, je pense que dans le championnat, c'est la plupart des joueurs, comme dans un temps à rajeunir, tout ça, ainsi de suite, on va toujours trouver une bonne brochette, n'est-ce pas, des U23 qui peuvent faire l'affaire en sélection. Mais ça fait 6 mois aujourd'hui, au moins, que le championnat a arrêté. Voilà. Merci coach, c'est peut-être sur ces mots qu'on va ressortir de ce programme finalement. Merci coach Jean-Paul Akono pour l'amitié que vous nous avez fait ce matin. Merci président manager. C'est moi qui suis honoré. Merci Emmanuel Boyomo. Est-ce que nos amis d'Asim Foot, rappelons qu'Asim Foot se situe au niveau de Nyom 2, donc vous, lorsque vous êtes au niveau du dispensaire Messassi, vous faites 1,5 km par là, vous vous renseignez. Asim Foot, les locaux sont là, il y a une secrétaire qui est là, vous pouvez vous rapprocher. Si vous êtes jeune âgé de 4 à 18 ans, il continue les recrutements de ce côté travail à un rythme de 3 fois la semaine au quartier Nkozo, ici même à Yaoundé. Les gars, on fait un dernier bruit pour ressortir de ces plateaux. C'est sur ces mots d'Asim Foot qu'on mettra la clé sous le paillasson. On dira merci à tous ceux qui nous font confiance. Désormais, tous les samedis, lorsqu'il est 11h30, en rappelant que ce programme, on réussi à le réaliser grâce au réalisateur en chef, Djeveni Bangala, de l'autre côté. On a William Kamga, ingénieur de son. Voilà, le coach Jean-Paul Akono, qui nous discret pratiquement. On disait tantôt, grâce à la réalisation de Djeveni Bangala, William Kamga, qui en est l'ingénieur de son, Gabriel Messina, sans lui, Marina Kogbina bosse jour après jour pour le succès de ce programme. La plus belle femme du monde ne pourra donner que ce qu'elle a. On garde la attitude. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Bon week-end, portez-vous bien. Ciao, à samedi prochain. Thank you.